bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Hub des Territoires, le lieu d'échange, de collaboration de la Banque des Territoires. Alors tout d'abord, je voulais m'excuser pour le petit retard au démarrage. On a beaucoup de monde en présentiel, donc je remercie ceux qui sont en distanciel de nous avoir attendus. On peut démarrer, ça y est, on est prêt. Je suis Anne-Sophie Incelin, je suis la responsable du Hub et je suis vraiment ravie de vous accueillir ce matin pour cette rencontre sur le thème de la collaboration acteurs publics filières au service du numérique éducatif. Alors au programme ce matin, la restitution d'une étude assez approfondie sur les collaborations entre les acteurs de la filière et les acteurs publics, et puis des retours d'expérience, des échanges avec différents points de vue autour du sujet. On est bien là au cœur de la vocation du Hub des Territoires, qui est de partager des points de vue, comprendre les problématiques à l'œuvre sur les territoires, partager aussi du retour d'expérience et des solutions innovantes ou non à partager. C'est un dispositif qui a maintenant 3 ans. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Comme ça, vous aurez l'ensemble de la programmation publique. On organise, on va dire, 3 événements par semaine en moyenne. Donc on a une belle programmation sur l'ensemble des champs d'activité de la Banque des Territoires. Autour du numérique éducatif, je voulais vous signaler 2 événements qu'on a organisés cette année, pour lequel il y a des replays, puisque l'ensemble des événements publics qu'on organise sont enregistrés. Vous pouvez avoir accès à ce replay. Le replay de ce jour sera disponible dans une semaine sur le site de la Banque des Territoires, dans les pages du Hub des Territoires. Et donc ces 2 événements, c'est celui du 23 avril. Il traitait de la question de l'innovation dans l'école, quelle passerelle pour réussir. Donc on était déjà dans les prémices de ce sujet, à savoir que le Hub des Territoires accueille en résidence un programme qui est porté par la direction de l'investissement qui s'appelle Passerelle justement et qui accompagne des projets innovants autour du numérique et de l'éducatif. Et puis un deuxième événement qu'on a fait à la rentrée le 11 septembre, quand l'inclusion numérique se joue dès l'école, où cette fois-ci on a pu partager au plus grand nombre le bilan d'un programme aussi porté par la direction d'investissement qui s'appelle Numérique inclusif, numérique éducatif. Voilà. Donc je vous invite vraiment à revoir ces éléments pour ceux qui n'ont pas assisté le 11 septembre, parce qu'il y a quelques têtes que je reconnais qui étaient déjà là le 11 septembre. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions sur l'Hub des Territoires, n'hésitez pas. Toute l'équipe est là à votre disposition. Et je passe la main à Alice Bouteloup, responsable du pôle éducation. Merci Anne-Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ravie de vous accueillir pour cette restitution de cette étude sur laquelle nous avons beaucoup travaillé. Cette étude, elle est le fruit, enfin en tout cas, elle est basée sur plusieurs constats partagés. Le premier, c'est que la filière EdTech est toujours en croissance et que la vitalité entrepreneuriale et les convictions des entrepreneurs de la EdTech, du numérique éducatif, ne sont plus à démontrer. Cette filière, elle est soutenue par les pouvoirs publics, par le gouvernement, notamment puisqu'on a près d'une EdTech sur 2 qui déclare avoir bénéficié de subventions PIA et PIC dans le cadre de son développement. Mais aujourd'hui, on est face à un autre constat, c'est que l'un des défis principaux, c'est la pérennisation du modèle économique. Il y a en effet un nombre important de EdTech qui rencontrent des difficultés pour le passage à l'échelle, et donc il y a un enjeu de s'interroger sur l'efficience de ces dépenses publiques. Et aujourd'hui, donc, du coup, c'est l'occasion, avec cette étude, de dresser cet état des lieux de la collaboration publique-privée qui est l'un des leviers de la pérennisation de ce modèle économique. Aujourd'hui, donc, c'est un défi, cette question qui nous incombe, je dirais, collectivement. On en est convaincu au sein de la Banque des Territoires, au nom de l'inclusion, de l'innovation pédagogique, mais aussi de la souveraineté numérique que représente la filière EdTech. Cette collaboration entre le public privé est véritablement
au cœur de l'ADN de la Banque des Territoires, et c'est la raison pour laquelle nous avons à cœur d'organiser ce type d'événements. Des événements par exemple dans le cadre de notre accélérateur passerelle, où nous organisons des rencontres avec les acteurs du numérique éducatif, les académies et les collectivités territoriales. C'est aussi pour cette raison que nous avons des partenariats structurants avec les associations de la filière, EdTech France et la FINEF, et c'est dans ce cadre que nous avons mené et porté cette étude avec le soutien, la collaboration de EY Parthénon. Et je vais d'ailleurs inviter Jérôme à me rejoindre sur scène. Alors, dans un premier temps, nous allons partager une restitution d'un extrait de l'étude avec la voix des collectivités et la voix de la filière. Et puis, nous poursuivrons avec une table ronde avec des représentants académies, EdTech et collectivités territoriales. Et puis enfin, François Blouvac conclura sur les recommandations de la Banque des Territoires. Donc cette année, nous avons travaillé sur 2 études en parallèle. Une première sur laquelle je ne vais pas revenir, mais qui est portée donc, sur la filière EdTech, numérique et éducatif, donc dans le cadre scolaire, enseignement supérieur et formation professionnelle, avec une restitution qui s'est tenue fin mai. Et puis, en parallèle de ça, une deuxième étude complémentaire qui porte donc justement sur cet enjeu de la collaboration entre acteurs publics et filières de la EdTech, qui dresse un état des lieux de cette collaboration avec les enjeux budgétaires et avec un véritable objectif de partager des clés de compréhension. On l'a voulu vraiment à portée pédagogique pour donner des clés de compréhension aux différents acteurs de l'écosystème. Donc elle s'appuie sur des questionnaires auprès des collectivités territoriales, on dira un mot sur le panel, puis également des entretiens menés auprès des différents acteurs de l'écosystème. Et j'en profite pour remercier chaleureusement ces contributeurs qui sont en partie présents aujourd'hui. Eh bien, il a fallu aussi faire un extrait de ces résultats. Donc, nous vous invitons bien évidemment à prendre connaissance davantage de cette étude que nous publierons très, très prochainement sur le site de la Banque des Territoires et que vous avez déjà en format papier au fond de la salle. Je suis donc, comme je le disais, accompagnée de Jérôme. Oui, merci Alice. Donc, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour l'événement de politique publique de la journée. Donc, je suis Jérôme Fabry, je suis associé chez EY dans nos activités de conseil en direction générale EY Parthénon, et j'interviens dans le secteur de l'éducation, de la formation, de la recherche depuis plus d'une dizaine d'années. Et j'ai le plaisir de piloter donc ces activités chez EY et d'être aux côtés de la Banque des Territoires et des acteurs de la filière EdTech depuis maintenant de nombreuses années. Donc c'est aujourd'hui vraiment un moment important pour nous tous parce que c'est le fruit du travail collectif de beaucoup de gens qui sont dans cette salle et qu'on remercie pour avoir contribué à l'étude. Et c'est aussi, on l'espère, le point de départ d'une prise en main des résultats de cette étude pour qu'ils servent les acteurs de la filière dans leur développement, dans leur capacité à surmonter les difficultés qu'Alice a présentées. Alice, je te redonne la parole pour justement donner quelques extraits de ce qu'on a appelé la voix des collectivités, puisqu'il s'agit d'une enquête exclusive que nous avons menée auprès de collectivités territoriales. Merci Jérôme. Donc, en effet, un questionnaire qui a collecté le retour de 210 communes, 20 intercommunalités, 34 départements et 8 régions. Donc un très bon niveau de représentativité et qui, avec donc du coup des profils parmi les répondants qui sont donc naturellement en lien avec l'éducation pour 28%, des DGS 21% et des élus pour 15% d'entre eux. Alors, pour commencer, cette question que les entrepreneurs se posent régulièrement, notamment face au délai et à la complexité de la concrétisation d'une collaboration avec une collectivité territoriale, quelle est l'importance donnée au numérique éducatif par ces collectivités? Et donc, on commence par une bonne nouvelle, puisque le fait, c'était que quand on leur pose la question, il y a donc 85% qui considèrent que le numérique éducatif est un enjeu tout à fait prioritaire, ou plutôt prioritaire, ce qui est en effet une très bonne nouvelle pour commencer.
rapidement, donc, se pose la question de quels sont les freins. Les bonnes nouvelles ne durent pas très très vite. Comment ? Les bonnes nouvelles ne poursuivent pas très très vite. Non, la question, en effet, de se poser, donc voilà, face à cette dynamique volontariste, quels sont les freins, du coup, qui nous amènent à faire ce constat de cette difficulté de la mise en place de cette collaboration ? Alors là, ça ne surprendra pas les entreprises, d'autant plus à l'heure où on se parle, mais la contrainte budgétaire est la contrainte majeure que les collectivités territoriales rencontrent face à l'investissement sur le numérique éducatif, puisqu'il s'agit du premier frein pour 69% des répondants. Donc c'est une enquête qui a été réalisée sur le premier semestre, au deuxième trimestre de l'année 2024. Donc on peut aussi imaginer que dans le contexte actuel, si nous avions dû relancer cette enquête, cette donnée serait sans doute aussi importante à minima. Juste après cette contrainte budgétaire arrive, un peu plus loin du coup, le manque de formation des enseignants. Pour 31% des répondants, les collectivités territoriales peuvent en effet se sentir assez impuissantes face aux efforts et aux actions qui sont mis en place sur le territoire, aux investissements, et d'un autre côté, parfois face au manque de relais sur les usages par les équipes éducatives. Et donc, c'est un troisième frein qui est en lien avec ce deuxième, c'est le manque de coordination entre les acteurs pour 30% des répondants. Il y a là aussi donc véritablement un enjeu de coordination entre aussi collectivités territoriales, académies, personnel, équipes éducatives, pour mieux se comprendre, mieux se connaître et travailler ensemble. On aura l'occasion d'aborder de façon plus détaillée ce sujet dans le cadre de la table ronde. Le manque de coordination est au cœur de la raison d'être de cette étude collaboration publique-privée, puisque comme vous l'avez compris, l'enjeu principal de cette étude dont vous prenez connaissance aujourd'hui, c'est justement que chacune de ces parties prenantes apprenne à mieux se connaître. Vous verrez que dans l'étude est détaillé ce qui pour des experts peut paraître connu, à savoir comment fonctionne une collectivité territoriale, quelles sont les prérogatives de chacun, quelles sont les différences, les hétérogénéités qu'on retrouve sur le territoire, et tous ces éléments-là participent à améliorer cette coordination entre acteurs, et c'est pour ça que cette étude est une première pierre, on espère, dans le sens d'une meilleure coordination des différents échelons. Alors, malgré le titre de ce slide, c'est quand même là aussi un message positif, puisqu'on on le voit sur le chart de droite, 67% des répondants qui considèrent que le budget alloué au numérique éducatif sera stable ou en hausse au cours des 3 prochaines années. Néanmoins, on note évidemment une décélération vis-à-vis des 3 années précédentes, qui correspond, on le sait, aussi à l'impulsion donnée par le Covid, et donc la diffusion du numérique dans la société, et notamment et surtout aussi dans l'éducation. Par ailleurs, on a noté que 63% des EdTech qui ont été interrogés dans le cadre de l'étude filière s'accordent pour dire que le Covid a instauré des usages durables du numérique à l'école et dans les usages pédagogiques. Alors, cette slide est sur cette question de quelles populations sont à convaincre de l'intérêt pédagogique du numérique éducatif. Alors, pour 39% des répondants, ce sont les enseignants. Et donc là aussi, on est au cœur de ce sujet de la collaboration finalement entre les académies, les personnels éducatifs sur cette appropriation du numérique éducatif. Ça souligne vraiment cet enjeu de compréhension, de collaboration qu'on connaît aussi notamment avec le dispositif Territoire numérique éducatif, qui est une bonne illustration des dispositifs d'investissement et que la Banque des territoires opère par ailleurs. Quand on regarde tout en bas du classement, on retrouve les élèves qui ne sont visiblement pas une population à convaincre. En revanche, leurs parents le sont davantage, et même au-delà des élus. Et ce qui est important, c'est aussi de rappeler le contexte aussi sociétal dans lequel on s'inscrit aujourd'hui, face à la crainte liée à l'usage des écrans et cette tendance à mettre dans un même ensemble l'usage du numérique éducatif et des réseaux sociaux.
Donc avec là aussi, voilà, la commission écran y faisait référence, mais cet enjeu aussi d'apporter des clés de compréhension et de légitimer cette question du numérique éducatif, qui est donc là aussi un des axes que la Banque des territoires a fait émerger de cette étude. Dans l'ensemble, 35% des collectivités interrogées disposent d'un poste exclusivement dédié au numérique éducatif. Quand on regarde en effet de plus près, on voit que les régions et les départements tirent naturellement la moyenne vers le haut. C'est lié notamment aux moyens qui sont plus importants qui sont alloués, à la légitimité aussi liée à cette répartition des compétences entre État et collectivités territoriales. Dans cette étude, Jérôme y faisait référence, on détaille de façon précise en fonction commune, département, région, la répartition des compétences entre collectivités et État, avec certaines zones de flou qui interrogent et qui laissent aussi sujet à interprétation. Et c'est d'ailleurs un point qui émerge aussi, c'est la maturité des collectivités territoriales sur le numérique éducatif. Elle est corrélée majoritairement à 3 facteurs. L'ancienneté de l'implication des collectivités territoriales, les moyens qui sont mis à disposition, donc en termes de budget, et puis bien sûr aussi en termes de ressources humaines, et l'interprétation qui est faite sur la répartition justement de ces compétences. Tu me permets, Alice, justement, pour rebondir, ça a été l'un des enjeux et l'une des difficultés d'administration de cette enquête auprès des collectivités que de toucher le bon interlocuteur, celui qui pouvait s'exprimer sur la politique en matière de numérique éducatif, puisque selon l'échelon de collectivité, les organisations sont totalement différentes et le niveau de poste consacré à ce sujet peut être aussi variable. Donc j'en profite pour remercier mon équipe, Gabriel, Sabrina, et puis la junior entreprise de l'ESCP qui nous a aidés dans l'administration de ce questionnaire, parce qu'effectivement, pour toucher ces presque 250 collectivités, et ça a été effectivement un travail important de prise de contact dans l'ensemble du territoire pour avoir des réponses valables et de nourrir cette enquête. Sur cette partie, donc on s'interroge sur est-ce que votre collectivité a déjà acheté des solutions EdTech. Alors, au global, là aussi, les départements et les régions tirent la moyenne et sont donc surreprésentés pour les mêmes raisons. Également aussi, on pourra noter pour les régions la démocratisation des marchés libraires qui sont portés par ces collectivités territoriale. Et donc on a aussi au niveau de l'intercommunalité 44% qui affirment qu'ils ont déjà acheté des solutions EdTech. Là aussi, il est difficile de tirer, je dirais, des grands traits, puisqu'on a une vraie hétérogénéité sur le fonctionnement des intercommunalités, en fonction bien évidemment des compétences qui leur sont attribuées par les communes dans la politique du numérique éducatif. Je crois que je te laisse la parole sur merci. ce point. Je poursuis sur comment se fait l'identification des solutions numériques sur le terrain. Alors, vous voyez que la première identification, elle passe vraiment par les remontées de terrain. Donc, ce sont les usagers du numérique eux-mêmes, établissements, enseignants, qui sont les premiers à faire remonter le besoin. En deuxième, on a aussi les recommandations issues de l'environnement, des académies, et puis les collectivités elles-mêmes qui sont à l'origine, à travers le dialogue inter-collectivités, de recommandations pour pousser l'émergence de solutions numériques. On voit que la sollicitation directe par les entreprises elles-mêmes arrive un peu plus loin, en 4e position. Alors, vous verrez que dans l'étude, on aborde les enjeux de go-to-market, de développement commercial pour les entreprises EdTech, qui sont complexes, eu égard à la distribution très large des établissements, des communes, et donc un commerce qui doit se faire école par école, collège par collège. Et c'est effectivement probablement encore une marge de progrès, puisque ces sollicitations directes arrivent finalement en quatrième position.
Autre point qui nous paraît très intéressant à avoir en tête pour l'ensemble des acteurs de la filière, mais en particulier évidemment les entreprises EdTech elles-mêmes, le prix arrive comme le premier critère. Alors évidemment, c'est à corréler avec le deuxième slide qu'Alice nous a présenté tout à l'heure sur les enjeux de contraintes budgétaires dans lesquelles les collectivités sont prises, auxquelles elles font face. Et donc ce prix arrive clairement pour plus de 60% des répondants comme le premier critère. Le deuxième critère, et c'est tant mieux, la promesse pédagogique offerte par la solution. Et puis, en troisième critère, la facilité dans l'usage et donc le fait que la solution puisse être facilement déployée. Le critère finalement de réputation arrive seulement en quatrième position. Donc, ce que nous, on en retient, c'est que pour les tech, dans l'arbitrage entre qualité du produit, qualité de la promesse du produit et soutenabilité financière, il ne faut pas se tromper et être vraiment en capacité de se rendre compte qu'on a un marché qui est tel qu'il est et que être capable de proposer une solution à un prix qui est soutenable pour les clients, ça reste évidemment l'enjeu principal pour les tech si elles veulent scaler, pour reprendre le terme qu'on évoquait tout à l'heure, parce que ce critère prix est premier. Alors, on n'a pas d'historique sur les dernières années, puisque cette étude est inédite, mais on peut imaginer que c'est un critère qui est et restera important dans les années qui viennent. Autre sujet qui est au cœur de l'étude, vous verrez qu'on a voulu être, avec l'ensemble de l'équipe, très pédagogique dans l'explicitation de ce marché. Et donc, on est rentré dans comment on achetait des solutions EdTech. Et vous qui êtes dans la salle et qui vous intéressez au sujet, vous savez qu'il y a beaucoup de solutions pour en fait acquérir une solution EdTech. Donc, le marché public, évidemment, reste la première voie d'accès. Donc, les EdTech qui s'adressent à ce marché du secteur public et des collectivités doivent connaître les us et coutumes des marchés publics. On avait pu constater lors d'un événement, dans un focus group qu'on avait organisé, parce qu'on n'est pas rentré dans le détail de l'étude, mais l'étude s'appuie non seulement sur l'enquête quantitative qu'on vous présente ici, mais aussi sur beaucoup de qualitatifs. Avec l'aide d'EdTech France et d'Affinef, on a pu organiser des ateliers de travail avec des EdTech dans le cadre de cette étude. Et clairement, la maîtrise, les arcanes des marchés publics restent un point de progrès pour les entreprises EdTech. Et on voit bien que c'est un enjeu majeur puisque le marché public reste le premier canal d'achat. En deuxième, on retrouve les centrales d'achat. Et ça, il y a une montée en puissance des centrales d'achat dans l'univers EdTech qui est assez nette. À la fois les centrales d'achat nationales de type UGAP, mais il y en a d'autres, et puis des centrales d'achat aussi plus spécialisées, plus locales, qui sont montées dans les territoires, soit par des collectivités, soit par d'autres structures. Et donc cette diversité de canaux de distribution pour les solutions EdTech, ça fait partie de la maîtrise que doit avoir une solution EdTech si elle veut être le plus largement distribuée. Et ça fait aussi partie des enjeux aussi pour les collectivités territoriales elles-mêmes qui ont souligné les difficultés aussi parfois à déployer ce type de véhicules d'achat pour des questions de compétences. Enfin, pour les collectivités et les académies, là pour le coup, c'est une problématique rencontrée par ces deux acteurs. Alors c'est un autre sujet, mais il est vrai qu'il est assez avéré, on l'a constaté dans le cadre de cette étude, que les collectivités, à certains niveaux de collectivité, on manque de professionnels des achats publics pour rédiger ces contrats. Il y a vraiment un sujet sur vraiment la capacité à monter des marchés qui peuvent être assez vite complexes quand on parle de solutions numériques ou en tout cas non classiques pour une collectivité. Et enfin, pour la dernière page de notre intervention, avant de poursuivre, comment développer les usages. Et on parlait tout à l'heure de la formation des enseignants, qui reste un enjeu majeur. Les collectivités se mobilisent sur cette formation des enseignants, évidemment main dans la main avec l'État, avec la direction du numérique, mais ces collectivités sont engagées dans des mesures. Alors ça passe par des formations proposées aux enseignants du territoire, ça passe par des formations organisées aussi avec les EdTech elles-mêmes, sur la prise en main des outils. Beaucoup de EdTech dans le cadre de leur marché organisent la formation des utilisateurs, et ça passe aussi par un appui technique, puisqu'on le
le sait, dans les freins à l'usage, il y a aussi des sujets parfois techniques qui peuvent être majeurs. Et donc ce support technique qui, dans certaines collectivités, peut être apporté pour débloquer les situations dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles, fait aussi partie de la gamme d'actions déployées dans les collectivités. Réseau Canopé aussi, naturellement, qu'on n'a pas mentionné, mais qui est bien sûr un acteur incontournable dans la formation des enseignants et dans l'appropriation du numérique éducatif. Voilà, on a parlé d'en effet de ces enjeux. C'est, comme je le dis, un extrait, donc je vous invite à prendre connaissance de la complétude de l'étude complète. Mais voilà, on parlait de promesses pédagogiques comme l'un des enjeux aussi d'éléments de décision. On le sait, la démonstration des usages et des impacts reste encore fragile et la pérennisation du modèle économique passera, des entreprises tech passera aussi par une prise de relais, un relais véritable de financement entre l'État par ses politiques d'investissement aux collectivités territoriales, tout en s'appuyant bien évidemment sur une gouvernance partagée avec les académies qui sont bien sûr en charge aussi de cette appropriation et des usages pédagogiques. Avant de rentrer, peut-être de donner la parole à nos intervenants, on accueille sur scène Oriane et Émilie qui présentent la voix de la filière. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont en ligne. Alors, on va essayer de se répartir un peu la parole avec Émilie, mais donc moi je suis Oriane Ledroit, la DG de EdTech France. EdTech France, c'est aujourd'hui sur le scolaire environ 185 entreprises. En tout, sur toute la EdTech, c'est 420 entreprises. Donc on a été effectivement mobilisés dans cette étude, à la fois nous avec un certain nombre de contributions, réflexions, et puis on a mobilisé nos EdTech, on les remercie pour qu'elles fassent un certain nombre de retours commentés et documentés. D'abord dire merci à la Banque des Territoires qui a du coup engagé ce travail-là qui est utile pour la filière. Merci à EY du travail qui a été fourni. Rappeler un point de vigilance que nous on a mis tout au long de cette étude, c'est de bien différencier ce qui relève de la tech. Il y a un certain nombre de recommandations qui relèvent peut-être de meilleures pratiques ou de bonnes pratiques qui seraient à porter côté tech, et ce qu'on révèle par le déploiement de la tech. Et c'est pas la même chose. Il y a un certain nombre de choses qui sont... un exemple, les usages, parfois, relèvent de la qualité, la qualité numérique du produit technologique qui sont portés par les tech. Mais les usages peuvent aussi relever de la qualité du dispositif technique qui fait que dans les classes, l'enseignant, quand il achète une EdTech, quand il active une licence, il a accès à cette licence. Et donc on voulait vraiment faire le distinguo entre ce que nos boîtes peuvent améliorer, et peut-être qu'il y a un certain nombre de choses, en tout cas c'est documenté et c'est sans doute justifié et juste, mais est-ce que finalement les tech révélaient dans un écosystème techno-administratif qui parfois est très complexe et pour lequel on n'a pas les solutions. Ça c'est le premier point. Deuxième point, vous dire que nous, le sujet, en fait, à la fois le sujet de l'étude filière finalement et l'étude collaboration collectivité territoriale EdTech, c'est pas un sujet de soutenir une filière, c'est un sujet de mettre le meilleur de la tech française à disposition de nos élèves, de nos enseignants, de la communauté éducative dans son ensemble. Et donc, c'est un sujet de performance éducative. Et aujourd'hui, on sait, la tech, le numérique, a une puissance inédite sur un certain nombre de problèmes auxquels fait face l'école et auxquels l'école, l'institution, telle qu'elle est, n'a pas les réponses. Donc vraiment, c'est pas un enjeu de soutenir une filière, c'est un enjeu de mettre le meilleur de la tech française au service de nos élèves, de nos enseignants et de toute cette communauté éducative qui parfois fait face à un certain nombre de contraintes.
Sur la question des recommandations, j'en pointerai, enfin j'en mettrai en exergue deux, et pas parce que les autres sont pas intéressantes, mais parce qu'on s'est d'une certaine manière répartis comme ça, et puis parce que je pense que c'est les deux qui sont les plus importantes pour EdTech France. On ne veut pas d'une filière soutenue, c'est-à-dire qu'on ne veut pas une filière qui vit à coup de subventions, d'appels à projets, qui dure un certain nombre de temps, etc. On veut un marché qui soit structuré, parce qu'on pense que c'est justement la meilleure façon de mettre le meilleur de la tech française dans les mains des enseignants, des élèves et de la communauté éducative. Et ça, c'est valable pour l'État, et c'est ce qu'on porte dans les messages auprès des différents ministères et opérateurs de l'État, mais c'est ce qui est aussi une réalité dans la collaboration avec les collectivités. On veut un marché structuré, qui repose sur un certain nombre de règles, d'avoir un acheteur qui soit solvable et solvabilisé, qui serait dans l'idéal l'enseignant. Donc c'est cette idée du contre-ressource, qui a du plomb dans l'aile, mais qui est vraiment un des sujets sur lesquels pour nous c'est structurant d'avancer. C'est le sujet d'avoir des règles de concurrence qui soient saines, partagées, transparentes, équitables. C'est cette idée aussi d'avoir, et c'est porté dans le cadre de cette étude-là, une harmonisation et une clarification des processus d'achat. Moi, je suis arrivée il y a un peu plus d'un an. Une des premières choses qu'on m'a dites, et je regarde la personne qui me l'a dite, c'est qu'il y a autant de process d'achat et de process de prise de décision que d'acheteurs et de EdTech. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en fait, c'est des règles de marché public. Nous, on veut pas être hors la loi. On veut juste que s'appliquent à nous des principes intangibles, harmonisés, clairs et partagés. Donc vraiment, ça, c'est une des conditions de marché, en fait. C'est vraiment une des conditions de marché, de faire en sorte qu'on s'appuie sur des règles qui soient connues, édictées connues, et pas juste d'une certaine manière d'arbitraire un peu de la personne qui prend la décision. Et c'est pas que pour les tech, je pense que c'est aussi pour, en tout cas, quand on parle de l'acheteur public collectivité, c'est aussi valable pour les collectivités territoriales qui, quand elles achètent, souvent, sont pas forcément sécurisées. Parce que, oui, c'est des achats qui sont un peu nouveaux, ou en tout cas qui commencent à de moins en moins l'être, mais qui sont d'acheter des licences, d'acheter du numérique. C'est pas historiquement ce que c'est faire des pouvoirs publics. Moi, je l'ai vu sur plein d'autres sujets qui n'étaient pas directement de la tech. En fait, oui, il y a un sujet de montée en compétences, d'accompagnement de l'acheteur public, et la question de l'harmonisation, de la clarté, de la clarification des process, c'est vraiment important. Donc voilà, c'est les deux choses que je voulais pointer, les questions de structuration du marché, la question de l'harmonisation et de la clarification des processus d'achat, et c'est expliqué là-dedans. Simplement vous dire aussi, dans le contexte actuel, on a fait les trois associations de la filière, donc EdTech France, Afinef et Éditeurs d'éducation. On a fait, fort de ce constat et de ce que qu'on vous partage ce matin, on a fait une proposition, et c'est pas anecdotique, d'un contrat de filière, c'est-à-dire d'un document qui engage la filière, mais aussi tous les acteurs qui sont partie prenante de cette filière, l'État, les collectivités territoriales, la Banque des territoires, le SGPI, etc., et qui pour nous est aujourd'hui une étape importante, supplémentaire, complémentaire à tout ce qui a été fait historiquement, et qui vise à se dire que si on veut vraiment ce qu'on se disait, c'est-à-dire mettre le meilleur de la tech française au service de la performance éducative, il faut qu'on s'engage sur un certain nombre de choses, partant du constat qu'on fait dans cette étude, qui ont été faits dans plein d'autres analyses, qui sont faites aussi régulièrement dans le travail d'évaluation que vous faites des dispositifs que vous soutenez, etc. Fort de ces constats-là, on est capable aujourd'hui de savoir comment on fait mieux. Donc maintenant, il faut y aller. Merci Oriane. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je représente l'Afinef qui regroupe 140 entreprises du numérique éducatif et de la formation professionnelle sur tout le territoire. Donc on est aussi heureux d'avoir pu participer à l'élaboration et la rédaction de cette étude, pour partager nos idées, notre expertise sur ce sujet-là. Les collectivités territoriales, pour nous, c'est vraiment un partenaire majeur et essentiel. Historiquement, c'est un partenaire qui est régulier, qui est fiable et stable. Donc, c'est un partenaire vraiment important pour nous.
Peut-être rappeler aussi que, ça a été rappelé par Alice et Oriane, mais on est quand même dans un contexte budgétaire et économique qui est complexe pour nos entreprises. Donc il va y avoir des incidences négatives dans les mois et dans l'année à venir, à n'en pas douter malheureusement. D'où l'intérêt de renforcer le dialogue avec les collectivités territoriales. Donc on voit que c'est relevé dans l'étude, mais donc on tient vraiment à ça. Donc en complément des points qui ont été indiqués par Oriane, nous aussi on a 2 points qui nous semblent importants, effectivement. Donc instaurer des instances de dialogue régulières entre les collectivités territoriales et les entreprises, ça nous semble essentiel, d'une part pour effectivement fluidifier les process d'achat, etc., évidemment toujours dans le respect des règles de la commande publique, mais aussi pour avoir des politiques publiques éducatives qui soient efficientes pour les équipes pédagogiques, pour les élèves, pour les familles. Je vais prendre l'exemple de l'orientation, petite déformation professionnelle, mais par exemple, l'orientation, on ne va pas conseiller et informer un jeune de la même manière s'il est issu d'une grande ville, d'un milieu favorisé ou d'une zone rurale ou d'un quartier prioritaire de la ville. Ça, les régions, en l'occurrence, elles peuvent le faire parce qu'elles connaissent les spécificités de leur territoire. Elles connaissent aussi leurs habitants, en l'occurrence leurs jeunes. Et nous, en tant qu'entreprise, on peut apporter par exemple des solutions innovantes pour personnaliser une information ou pour aller au plus près des territoires. Donc ça nous semble vraiment important que à la fois les collectivités et les entreprises, on peut vraiment aller en faveur des politiques publiques éducatives. Un autre point, mais qui rejoint aussi ce qu'Oriane a dit précédemment, c'est tout ce qui est autour des process d'achat. On pense que le dialogue justement qu'on aura pu conduire entre collectivités et entreprises, il peut servir aussi à être un peu plus innovant, donc pas multiplier les dispositifs d'achat, mais les entreprises, je pense qu'on est flexible. Alors évidemment, on ne va pas faire une entreprise un process d'achat, une collectivité un process d'achat, ça n'a pas de sens, mais je pense qu'on a tous connu en tant qu'entreprise des process d'achat d'1 an, voire 18 mois. Honnêtement, c'est pénible pour tout le monde. Je ne suis pas sûre que ça soit une bonne utilisation des deniers publics, et c'est encore pire, le service public à la fin n'est pas rendu ou prend du temps. Donc voilà, c'est vraiment les 2 points en complément de ce qu'Oriane a dit, sur lesquels on voulait insister. Effectivement, renforcer le dialogue avec les collectivités nous semble essentiel, et évidemment, si on peut avoir une incidence aussi pour avoir des process d'achat qui soient plus efficients et avoir un marché qui soit plus pérenne pour les entreprises, ça nous semble idéal. Merci beaucoup. Donc effectivement, vous voyez que les simplifications des processus d'achat arrivent en tête de ce que les EdTech attendent finalement, puisque là, il s'agissait justement de réponses sur le sujet et le frein majoritairement identifié par l'étude, par les EdTech, c'est celui d'une certaine résistance au changement et au manque d'adoption finalement des usages. On revient au sujet de la prise en main des usages, de la formation des enseignants. Donc ces résultats-là sont issus de l'étude filière. Et puis le dernier point, mais ça a été au cœur de vos 2 interventions, le sujet de la gouvernance qui doit être le plus possible simplifié. Donc le contrat de filière fait, j'imagine, complètement partie de ce qui peut aider à simplifier ces enjeux de gouvernance, parce que il y aura toujours une multiplicité d'acteurs, il y aura toujours une multiplicité de canaux d'achat. Donc l'idée, c'est pas une extrême simplification, mais d'avoir les instances de dialogue sans faire perdre du temps à tout le monde dans de la comitologie, bien entendu. Voilà, donc je pense qu'on en a terminé. Je te laisse introduire justement là, Johanna. Oui, merci beaucoup à toutes les 2, et merci pour...
ce partenariat et ce travail qui s'appuie vraiment sur des échanges constructifs et un travail très structuré et structurant. Donc un grand merci. Et donc après cette présentation, nous laissons la parole à nos intervenants, à nos invités que je vais inviter à nous rejoindre pour cette table ronde qui va être animée par Johanna Floch, notre équipe. Bonjour à toutes et à tous. Johanna Floch, je travaille à la Banque des Territoires sur le dispositif Territoire numérique éducatif et j'ai aujourd'hui l'honneur d'accueillir 3 de nos intervenants, donc Christine François qui est DRAN adjointe de la région Grand Est, Franck Fauquemberg s'excuse qui est DGA Jeunesse, Éducation et Épanouissement du département de la Vienne, qui a malheureusement le Covid, donc qui a dû annuler son intervention aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est toujours présent parmi nous, mais uniquement sur le PowerPoint, comme vous pouvez le voir. Bernard Giry, qui est DGA Transformation numérique de la région Île-de-France, et Déborah Elalouf, qui est vice-présidente scolaire et financement public de EdTech France, et puis également la CEO de Tralalair. Donc, je suis ravie de pouvoir animer cette table ronde. Donc, le sujet de cette table ronde est un sujet donc, qui permet de présenter les facteurs clés de succès pour une collaboration entre finalement la filière EdTech et le secteur public. On a beaucoup de freins qui ont été identifiés dans le cadre de l'étude que je vous inviterai à prendre. Donc, elle est sur la petite table derrière au Hub du Hub des Territoires, mais elle est également en ligne et elle le sera donc aujourd'hui. Donc, pour tous ceux qui sont à distance, vous pourrez la retrouver également en ligne. Donc, comme je vous ai dit, on a beaucoup de freins qui ont été identifiés, comme par exemple la complexité des circuits d'achat, donc on vient d'en parler juste avant. On a également le manque de pérennité et anticipation des financements, une difficulté à accéder aux utilisateurs finaux des solutions, une forme de perméabilité du partage des compétences entre collectivités territoriales et État. Mais nous, on aimerait surtout aujourd'hui s'intéresser, comme je vous ai dit, aux facteurs clés de succès. On en a identifié certains dans l'étude. Donc, cette table ronde n'aura pas vocation à évoquer tous les facteurs clés de succès d'une bonne collaboration, mais plutôt certains. Et les autres, vous pourrez les retrouver dans l'étude. Et l'étude n'est sûrement pas exhaustive, donc peut-être que vous pourrez en voir également d'autres dans le futur. Je pense que c'est le début d'une longue aventure, cette étude. Mais on en a déjà vu certains, comme par exemple structurer la demande autour du numérique éducatif, la financer, la déployer, promouvoir des expérimentations locales pour permettre le financement de l'innovation, généraliser la gouvernance territoriale entre collectivités et académies, assurer un pilotage par la donnée, etc., etc. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et peut-être pour vous présenter et également pour commencer cette table ronde, lors de la préparation, vous m'aviez indiqué que se présenter, c'était bien, mais mieux travailler ensemble et expliquer d'où vous venez, c'était mieux. Parce que vous parlez tous depuis vos institutions, vos entreprises, et que finalement, mieux se comprendre, c'était une des clés de réussite de cette collaboration. Donc, je vous demanderai de vous présenter, de savoir quelle est votre structure, votre fonctionnement, votre circuit de décision en interne, et de savoir comment on fait finalement pour créer une culture commune. Peut-être, je laisse Christine prendre la parole au début. Donc, Christine François, moi j'ai pour mission, en tant que DRAN adjointe, de déployer une stratégie du numérique éducatif de l'école maternelle jusqu'au lycée. Donc, on est déjà dans notre champ d'action par rapport à une collectivité sur un domaine qui est très étendu, avec un panel de collectivités partenaires qui a la richesse de la variété des décisions qui a été exposée tout à l'heure. J'ai pour boussole plusieurs points. D'abord, les priorités, les politiques prioritaires gouvernementales. Je pense que ça, c'est un levier qu'on pourra revoir. C'est en quoi les ressources numériques vont offrir de la performance pour nous aider dans les priorités gouvernementales. Et parfois, on ne l'explicite pas assez. Et ça, c'est le premier point. En tout cas, c'est mon travail de boussole. Ensuite, on a évoqué la direction du numérique éducatif. Elle a une stratégie. Elle nous donne des grandes orientations de travail.
Et puis enfin, la troisième, c'est le projet académique du numérique, puisque nous sommes sur un territoire particulier. Vous avez tous exposé tout à l'heure le fait de la connaissance du territoire, et on doit aussi tenir compte de nos besoins, des besoins de nos élèves et de nos enseignants, au plus près de la réalité des territoires. Donc j'ai 3 boussoles, et quand je parle avec quelqu'un, j'ai toujours ces 3 leviers dans ma tête, et c'est en ce sens que on voulait évoquer de où on parle chacun pour mieux collaborer. Merci Christine. Bernard? Merci. Donc Bernard Géry, donc moi je suis directeur général adjoint en charge de la transformation numérique. C'est-à-dire que les lycées font partie de mes compétences, mais pas uniquement. Il y a aussi toute l'administration régionale, la DSI, mais aussi une direction de la donnée. Et on rejoint bien ces enjeux de données transverses. Et puis la direction du numérique et numérique des lycées. Alors, je vais reprendre les 3 boussoles. Moi, j'en ai une, c'est celle de l'exécutif régional, et qui a accéléré depuis 2019, donc avant le Covid, finalement, au moment de la réforme du bac, qui était un enjeu clé où on pouvait se réinterroger sur ce qu'on allait faire en matière de ressources, de manuels. Et donc, je dirais que 2019 est un point de départ, même si, on y reviendra, dans les facteurs clés de succès, et je crois que c'est Oriane qui en parlait, il y a l'infrastructure. On revient un peu au basique, mais en fait, sans réseau, sans qualité de Wi-Fi, sans outils qui fonctionnent, c'est très difficile pour un enseignant d'appliquer ces outils. Et donc, il y a un petit peu, de notre côté aujourd'hui, un deuxième pilier qui est un peu le retour au basique, qui est l'excellence opérationnelle technique qu'on doit, et sur lequel on réinvestit sur des champs en termes de qualité de débit, de pilotage, de supervision, etc. Et pour nous, c'est un enjeu avec 470 lycées, 450 000 élèves, 45 000 profs. Ça fait à peu près un tiers des lycéens en France. Cet enjeu-là est quand même assez structurant pour nous. Et évidemment, la troisième partie, c'est que fait l'État, comment on travaille avec les académies et quelle est la gouvernance qu'on peut avoir. Alors, on essaye de la structurer. On a voté, il y a 3 jours, une nouvelle convention numérique, ce qu'on appelle tripartite, après une bipartite. Donc, on a d'abord fait une convention entre les académies, puisqu'il y en a 3, et la région, en tout cas la région académique avec ses 3 académies en Île-de-France, et la région Île-de-France qui définissait le rôle de chacun. Et là, on l'a décliné à l'échelon de l'établissement. Quels sont les rôles des coordonnateurs numériques en matière de sécurité, ce qu'on fait. Et donc, on va passer cette convention dans les 470 lycées en matière de conseil d'administration. Donc, on a voulu aussi reclarifier un peu le champ de compétences. Qui fait quoi? C'est pas toujours simple pour un enseignant ou un proviseur de savoir où est la frontière. Donc, on a engagé ce travail et on l'a fait avec les organisations syndicales. Je pense qu'il y a eu 5 réunions de 3-4 heures au printemps dernier pour le définir. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est pas fini, mais en tout cas, au moins, on a essayé de poser ses bases. Et en tout cas, voilà ces 3 points pour démarrer. Merci de rappeler l'importance du qui fait quoi. Les entreprises sont souvent perdues dans la jungle du numérique éducatif. Donc, à l'échelle des différentes positions, côté EdTech France, Oriane l'a rappelé, l'association cherche à représenter la filière et notamment clarifier, obtenir d'abord et clarifier des conditions de marché pérennes. En tant qu'entrepreneur, avec Tralalaire, il s'agit de passer à l'échelle des solutions qui ont fait leurs preuves et là-dessus, là encore, d'obtenir des conditions de déploiement claires. Et en tant que business angel, qui est la troisième casquette, il s'agit d'apporter aux startups des clés de compréhension de comment ça fonctionne et des clés d'accès équitable au marché. Et finalement, sur l'ensemble de ces éléments-là, quand vous demandiez comment est-ce qu'on travaille mieux ensemble et qu'est-ce que c'est que créer une culture commune, créer une culture commune, c'est d'un côté demander aux EdTech de répondre aux besoins des enseignants et aux besoins du monde de l'éducation et mesurer notre impact. Et ça, je crois que ça nous va bien à tous. Mais créer une culture commune, c'est aussi formuler des indicateurs de réussite clairs, des règles, des montants, des calendriers, et les tenir. Ça a été cité tout à l'heure. Ça fait des années qu'on parle du contre-source. Notre question, c'est quand, combien, comment. Enfin, des questions finalement assez simples. Et à l'échelle territoriale, de la même manière, on a besoin d'un choc de simplification qui permette d'avoir des règles du jeu et des modèles le plus clairs possible, le plus pérenne possible, et une réponse au qui fait quoi. Merci pour cette introduction. On a parlé donc de cette culture commune, du qui fait quoi, et je vous propose maintenant d'aborder les sujets de gouvernance partagée et du sujet qui est crucial, du pilotage par la donnée. On en a beaucoup parlé lors de la préparation de cette table ronde et on se rend compte que c'est un enjeu
peu importe d'où on se situe. Et donc, selon vous, quels sont les besoins et les enjeux autour de cette collaboration et de cet enjeu du pilotage par la donnée? Donc, je ne sais pas qui veut commencer à répondre. Bah oui, finalement, on parle de numérique, donc forcément, on doit parler de données. C'est un peu par rapport, entre guillemets, au monde du papier, on a la chance de pouvoir, normalement, sortir un certain nombre d'informations, voire en temps réel, ou en tout cas quasi temps réel, sur ces sujets-là. Et si je reprends les propos d'Oriane tout à l'heure sur la notion de performance éducative, c'est bien l'enjeu. Donc, et comment on la mesure? Et pour la mesurer, il faut des données, et il faut se mettre d'accord sur ce qu'on mesure. Sur une partie des chantiers de la donnée, nous, vous le savez, les régions, enfin certaines régions financent les manuels scolaires à la place des parents. C'est pas une compétence régionale, normalement c'est aux parents d'acheter les manuels, mais il y a une vingtaine d'années, certains présidents de région se sont lancés dedans et ça se poursuit. Pour les collèges, je crois que c'est l'État qui doit le faire, et aux primaires, je ne sais plus, c'est les communes sans doute. En tout cas, nous, à la région Île-de-France, on a décidé effectivement de maintenir ces acquisitions. Et donc, comme je redisais, si je reviens à la réforme du bac, on s'est dit, est-ce qu'on poursuit sur le manuel papier, où en fait, on n'a aucune donnée, qui les utilise, comment, etc. En tout cas, c'est des données des éditeurs et qui sont réalisées par les éditeurs sans qu'on soit associé ou qu'on ait la main dessus. On bascule au numérique, et sur le numérique, on pourrait supposer qu'on a aussi accès aux données d'usage, aux intensités d'usage, et je ne parle pas d'impact, mais déjà d'usage. Ces données, on ne les a pas, donc on s'est battu assez longtemps pour les avoir, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, compte tenu des montants investis, on parle du sujet qui est le critère numéro 1, et quand même le prix, l'impact. Quand vous avez la Chambre régionale des comptes qui vous dit concentrez-vous sur vos missions régionales et que vous faites des missions qui ne sont pas dans vos missions, il faut quand même justifier aussi ce qu'on fait et l'impact qu'on y met. Et donc du coup, pour nous, c'était intéressant de savoir si vraiment aujourd'hui, dans ce débat finalement un petit peu entre éditeurs classiques qui évoluent aussi vers la EdTech et les nouvelles startups EdTech, qu'est-ce qu'il fallait acheter, comment l'utiliser, qui utilise quoi. Donc il n'y a pas de données sur ce sujet. En tout cas, il n'y en avait pas en 2019, en 2020, et il n'y en avait pas non plus en 2023, en 2024. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous, on a mis en place cette plateforme unique autour d'un marché public qui s'appelle Pearl Trees, où on a décidé de mettre la totalité des manuels numériques sous un format Pearl Trees. Par ce biais-là, on aura la totalité des données sur qui utilise, comment, par lycée. Enfin voilà, on reste évidemment dans les domaines du RGPD, on ne va pas suivre individuellement l'élève, mais en tout cas, on aura une capacité. Donc en tout cas, nous, c'était un driver de politique d'investissement, de se dire on continue à investir là-dedans, mais on veut quand même savoir si c'est vraiment utile, ou est-ce que, si les manuels sont un peu moins utiles, est-ce qu'il ne faut pas davantage de EdTech, etc. Et donc, pour terminer, en tout cas, c'est le modèle, mais certains le connaissent, qu'on a à la région. D'une certaine manière, on a un peu anticipé le compte formation, puisqu'on a défini qu'en seconde, on pouvait acheter jusqu'à 9 manuels ou licences par élève. Donc, une licence, aujourd'hui, nous, on l'a considérée à 8 €, mais c'est plutôt 9 €. Quand on a démarré, c'était plutôt 6,50 €. Donc il y a quand même là aussi, je pense que c'est intéressant de le rappeler, une inflation assez forte aussi sur ces sujets. On a 8 manuels en première et 7 manuels en terminale. Et ça, c'est pour le lycée général et technologique. Et on achète 3 manuels en lycée pro, mais les manuels, on considère qu'une licence annuelle est plutôt à 14 € et pas à 8. Et en complément, on rajoute des éléments papier. Tout ça pour dire que finalement, in fine, le lycée, il a 72 € pour les élèves de seconde, et c'est à lui de décider s'il veut acheter des manuels ou des EdTech. Donc progressivement, on a vu qu'il y avait un balancier qui se faisait, peut-être pas suffisamment pour vous, etc., mais en tout cas, on l'a fait. Les conditions de marché, c'est qu'on a un marché public avec des libraires dans lequel les EdTech peuvent rentrer. Donc on a essayé d'éliminer le fait de faire un marché public pour les EdTech en disant elles rentreront dans le marché que la région fait tous les 4 ans, et donc elles auront évidemment le processus de respect RGPD, GAR, cybersécurité, j'y reviendrai, pour rentrer dedans. Alors après, la transparence, je cherche à suivre le fil de mes prédécesseurs. La transparence, nous, il y a un comité entre les académies et nous,
pour décider est-ce qu'une EdTech rentre dans la plateforme d'achat. Donc, in fine, c'est la même d'une certaine manière, comme vous avez une plateforme où tous les éditeurs disent ben voilà, j'ai mon manuel Hachette, Bolin, Hatier en maths, ben, il y a les solutions EdTech, etc. et vous les choisissez. Pour les faire rentrer dedans, il y a un peu de bottom-up, c'est-à-dire qu'au début, on a demandé aux enseignants qu'est-ce qu'ils voulaient faire rentrer dedans, et puis après, il y a une partie analyse. Alors tout ça était peut-être un peu au doigt mouillé, et donc j'en termine et je laisse la parole à mes collègues. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a besoin effectivement de données d'usage, et je discutais avec François Ladé Dumalin, où il a pris dès le départ aussi la mesure d'impact de ces solutions. Donc je pense que s'il y a aussi un message à faire passer au EdTech, c'est que la notion de mesure d'impact, vous le faites peut-être, mais elle fait vraiment partie du job. En tout cas, pour vendre, c'est un élément clé. On parle de performance éducative, il faut commencer à la mesurer, ce que ne faisaient pas, je dirais, les acteurs historiques. Donc si vous avez le meilleur et l'excellence autour du numérique et de la data, il faut l'utiliser au maximum pour le démontrer. Mais j'étais assez long. Christine ? Voilà les moments qu'on a vécus en préparation de cette table ronde où c'était plus des échanges et des débats qu'on a vécus, rebondissant les uns sur les autres. On va essayer de faire l'exercice ici avec vous. La question de la donnée, elle nous préoccupe tout autant au sein d'une académie pour différents facteurs, avec une culture commune et à la fois un regard différent et complémentaire. C'est-à-dire la notion de la performance scolaire, elle est quand même à questionner. Elle est très très difficile à clarifier, à se saisir. C'est pour ça que dans le pilotage que je mène, je m'appuie vraiment sur les politiques prioritaires gouvernementales pour qu'elles aient du sens et qu'on éclaire les objectifs de transformation de l'école et les défis de l'école d'aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel pour nous parce qu'autrement... la donnée, alors je questionnerai l'accès à la donnée, mais la donnée en tant que telle, elle est toujours questionnante pour savoir ce qu'on va en faire. Quel est l'objectif? En plus, le numérique nous ouvre un panel quand on a accès à la donnée qui est énorme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut même être paralysé d'avoir trop de données si jamais on n'a pas un objectif clair sur son traitement. Donc, je dirais que le sujet de la donnée, il est vraiment large. La première chose, nous, on a travaillé pour Nancy Metz, j'étais dans un projet IFRAN, pour les plus anciens, un projet IFRAN avec le lauréat qui s'appelait Métal, où on avait pour défi de traiter la donnée. Et en fait, ce projet-là, il a 10 ans, on n'arrivait pas à cartographier les données disponibles, déjà là. Et on n'arrivait pas à se mettre d'accord avec les acteurs privés et publics, pour savoir de quelles données on avait besoin, où est-ce qu'elle était, laquelle on pouvait traiter, laquelle on pouvait croiser. Parce que vous avez beaucoup évoqué les mesures d'impact. Il faut qu'on puisse croiser nos données si on veut travailler sur des mesures d'impact. Donc pour cela, il faut qu'on soit au clair sur les politiques publiques qu'on veut mener ensemble. Sinon, on n'aura pas transparence de nos outils si on n'a pas clarté de nos intentions. Je fais toujours très attention au traitement de la donnée. Vous savez, on a déployé le GAR chez nous, le gestionnaire d'accès aux ressources, depuis des années. La façon dont on lit les indicateurs d'usage d'un manuel ou d'une ressource, il faut toujours le mettre au ratio, par exemple, du nombre d'heures de cours ou de la salle de classe équipée. Et donc, si jamais vous lisez à plat un indicateur, il a guère de sens. Et il est même dangereux. On peut même faire croire qu'une ressource n'est pas utilisée alors qu'elle est extrêmement utilisée, en nombre d'intérêts, d'usage ou de performance. Et c'est là où il y a un travail qui est fait par la DNE, là, par Christelle Prince, qui pilote ça au niveau de la ressource. C'est un travail essentiel. Il faut vraiment qu'on soit au clair ensemble sur c'est quoi l'usage d'une ressource, à quel moment on dit qu'elle est utilisée. Voilà. Rien que ça, je vous assure que tout est sur la table encore aujourd'hui. Donc voilà. Et puis on a parlé de la donnée, je la mettrai aussi au service de l'élève. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos élèves jouent à des jeux vidéo, jouent à des outils en ligne, où ils arrivent à avoir une sorte d'indicateur de performance, t'es bon, t'es pas bon. Et nous, dans nos ressources, on ne les utilise pas toujours. Le tableau d'engagement de l'élève dans l'effort d'apprentissage, où parfois il a le sentiment de ne pas avoir réussi alors qu'il a travaillé. Et parfois, par les types d'activités, la préparation en amont, en fait, on peut l'aider et le guider en lui disant, tu vois là, toi, tu as eu l'impression de beaucoup travailler, mais si jamais tu fais tel et tel effort, c'est-à-dire qu'on pourrait travailler sur la donnée pour l'élève lui-même dans ses apprentissages s'il est utilisateur de ressources. Voilà, donc le sujet de la donnée, c'est vraiment un sujet passionnant et je pense que malheureusement, on a
des solutions de ressources numériques de très haute qualité en France, et on n'a pas été on ne s'est pas encore assez saisi de ce sujet qui permettrait d'illustrer à quel point il y a de l'excellence en France sur la donnée, et sur la ressource. Et il faudrait vraiment qu'on arrive à lever des barrières, et les identifier d'abord. Pourquoi on n'arrive pas à lever ces barrières depuis 10 ans ? Et comment on va ensemble les lever pour faire la preuve que vos ressources, elles sont d'excellence. Voilà, ça c'est un défi. La réaction peut-être, Déborah ? Alors non seulement c'est un défi, mais c'est une des zones de force d'un certain nombre de EdTech, d'être capable de remonter de la donnée et de l'analyser plus que pas mal d'acteurs dans le monde de l'éducation, que ce soit les données vers les enseignants, les données vers les élèves ou les données vers l'institution éducative. Je crois qu'en tant que filière, on appelle de nos voeux une stratégie nationale de mesure de l'impact des solutions numériques déployées, avec des indicateurs communs, avec une méthodologie commune, avec probablement pour accompagner les acteurs publics le financement public d'une culture de la preuve. Et la donnée, je la retrouverai aussi à partir du moment où des ressources ont fait leur preuve, où elles ont été adoptées. Le fait de penser d'un côté des indicateurs d'impact qui étaient établis en amont, bien sûr des indicateurs financiers stables qui y répondent, et je crois que c'est l'ensemble de cette chaîne-là qui est importante et sur lequel la filière est vraiment prête à contribuer, à donner de la data, et appelle le fait de s'en servir comme élément de pilotage des déploiements qui sont faits derrière. Merci pour cette réponse, et puis je profite que vous ayez le micro pour vous réadresser une question, Déborah. Vous m'aviez parlé d'un parcours de financement par degré de maturité des EdTech qui pouvait également être un levier pour favoriser le développement du numérique éducatif. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, comme le disait Oriane tout à l'heure, la filière n'est pas en demande de soutien par à-coup, comme c'est aujourd'hui encore trop souvent le cas. On appelle de nos voeux un marché structuré qui nous permette de proposer efficacement aux élèves, aux enseignants et à l'écosystème des solutions qui répondent à leurs besoins avec une logique de montée en puissance progressive. Il s'agit de mettre en place une politique de financement qui soit en adéquation avec la maturité des solutions disponibles, en se disant au stade de l'amorçage, une EdTech a d'abord besoin d'avoir un accès facilité pour expérimenter, évaluer, un accès facilité aux interlocuteurs et au terrain. À partir du moment où ces solutions ont franchi ce premier cap, il faudrait prévoir un deuxième stade qui permet le passage à l'échelle et un déploiement plus massif. Aujourd'hui, les financements font souvent l'objet de budgets qui sont soit saupoudrés, avec une multiplication de règles et de modèles, comme on l'a vu, qui sont instables, et qui font que des entreprises qui ont franchi, ou des ressources ou des solutions qui ont franchi le premier palier, se retrouvent à revenir au rez-de-chaussée, à répondre à un appel avec une nouvelle demande d'un nouveau territoire qui a recomposé sa demande, sans avoir pensé en amont les conditions de la duplication et de lever des barrières. Donc on demande en gros, d'un côté, une stabilité financière dans les budgets publics qui permettent de faire cette avancée avec l'émergence de marchés pérennes, la mise en place d'un plan de filière qui, effectivement, pense les différentes étapes. Ont été évoquées tout à l'heure plusieurs mécaniques qui sont des mécaniques de soutien à l'amorçage. Et formidable que ça existe. Il y en a au sein de l'éducation nationale avec EduHub. Alice a mentionné tout à l'heure le programme Passerelle ou l'appel numérique inclusif, numérique éducatif. Tralalaire était lauréat avec Citizen Code et d'autres acteurs, dont certains présents au sein de la filière, Learn and Joy, Zamis, etc., étaient lauréats. On en est ravis. Mais la question, c'est il y a des solutions pour l'amorçage, pour l'expérimentation infinie. Comment passer à l'étape suivante et comment juste lever les freins qui permettent de passer de la multiplication d'étages numéro 0 à une étape qui grandit avec des suites anticipées. Et là-dessus, il y a plusieurs réponses qui peuvent être apportées. Il y a des solutions qui sont des solutions financières.
ont été déjà évoqués, le contre-source, largement attendu et qui peut-être répondre à ces différentes étapes en s'adaptant à chacune de ces étapes. Et puis, il y a aussi des solutions hors financement. On évoquait tout à l'heure l'importance de la rencontre entre les financeurs, les acheteurs et les utilisateurs. Le fait simplement de prévoir des aides, des espaces de rencontre opérationnels orientés vers l'achat, vers l'usage et vers le déploiement pour ces solutions qui ont franchi ce premier cap d'expérimentation, eh bien, peut-être que ça permettrait, sans débloquer des budgets à chaque étage, mais fluidifier ce processus. Là encore, choc de la simplification de la relation entre EdTech et académie et territoire. Merci Déborah. Ma question maintenant va s'adresser à Christine. Pendant la préparation, tu m'as donné 5 facteurs clés de succès que j'ai trouvé assez faciles à retenir. Si tu veux bien nous les redonner maintenant en direct. Disons, ça me fait rebondir par rapport aux diapos qui ont été présentés, notamment sur les communes et la place du numérique éducatif dans les budgets des communes. Le premier facteur clé de succès qu'on oublie souvent, c'est avoir au minimum un socle numérique dans une école, un collège ou un lycée. Sincèrement, parfois, vous vous épuisez à contacter des communes qui n'ont pas de socle numérique. Il faut qu'il y ait un accompagnement, et c'est en train d'être fait. Effectivement, je pense que le marqueur Covid a été un marqueur essentiel en France pour qu'on s'assure d'un service numérique suffisant. Et donc, il faut un socle numérique. Il y a pas, voilà. Aujourd'hui, nous, on a la chance. Sur notre académie, on a des collectivités très actives, hein, comme chez vous, où voilà, pour nos lycées, on a le plan lycée 4.0 depuis des années. Les collèges, les CD se sont énormément mobilisés pour un plan numérique collège pour chaque territoire. Alors, à chaque fois, j'ai des écosystèmes technologiques différents selon mes départements par rapport au processus d'achat. Et encore, peu importe, à partir du moment où ça fonctionne, les enseignants, en fait, ça a été évoqué tout à l'heure dans l'étude, il faut que ce soit simple. Il ne faut pas qu'on ait de barrière technique. Vous avez 30 élèves, 24 élèves. Si vous êtes face à une barrière technique, vous y allez 2 fois, 3 fois, et après, vous n'y retournez pas. Donc, il nous faut de la simplicité et des infrastructures qui marchent. Il faut un socle numérique. Le socle numérique, il ne passe pas que par l'équipement, il passe aussi par le service, le portail, l'ENT et le gestionnaire d'accès aux ressources. On a cette chance en France d'avoir ces outils. C'est quand même une chance, il a été déployé avant le RGPD, et au moment du RGPD, il n'y a pas eu de choc chez nous. Voilà, on fonctionne avec le gestionnaire d'accès. Alors, on a eu des grands moments, mais on y est arrivé collectivement, dans une culture ensemble et dans le respect de chacun. Et donc ça, c'est le deuxième levier. Faisons en sorte qu'on soit dans un usage sécurisé pour le professeur, pour l'élève et donc pour les familles. Le troisième levier que j'avais identifié, c'est la donnée. Alors, on a évoqué la donnée sur la performance tout à l'heure. Je dirais juste aussi une schizophrénie en France, je vais le dire comme ça, je ne vais pas bien le dire, mais tant pis. C'est qu'à la fois, on veut toujours évaluer notre seuil de performance, mais parfois, on le fait avant les déploiements. Et parfois, dans certains pays, ils ont beaucoup moins de garde-fous que nous, et ils déploient des ressources et ils se questionnent au fur et à mesure du déploiement de la performance. Tandis que nous, on déploie et en même temps, il faut tout de suite qu'on vérifie que ce soit performant. Moi, je dis, laissez-nous un cycle 3 ans. J'accompagne, je présente, je déploie et j'évalue. Voilà, si on se laissait un peu 3 ans de temps, ça sécuriserait aussi, ça vous mettrait moins la pression de devoir réussir tout de suite. Le quatrième, c'est le financement d'expérimentation. Je suis une académie où on expérimente beaucoup. J'ai de la chance de pouvoir le faire. Et c'est très important pour nous d'expérimenter et de faire savoir les bilans des expérimentations. Et je remercie vraiment les partenaires de l'EdTech parce qu'elles ont progressé, parce qu'elles-mêmes contribuent à l'écriture des bilans avec nous. Pendant un temps, on écrivait tout seul les bilans et on a développé cette culture où on fait les bilans ensemble. Et ces bilans, ensuite, sont mis à disposition de la communauté. Moi, je les partage beaucoup avec les autres académies. Et je rebondis sur la proposition de Déborah. Peut-être il faudrait que je fluidifie cette mise à disposition des bilans des expérimentations menées. En tout cas, il faut qu'il y ait des collègues et des académies comme la mienne qui osent essayer et se tromper. Et puis la dernière, c'est la formation des cadres. On a beaucoup évoqué la formation. Alors je dirais qu'il y a
une double compétence. Avec les collègues de la collectivité, on est surtout sur la formation de la prise en main des équipements et des infrastructures mises en place. Et ensuite, nous, on est dans la formation des usages. Et voilà, il y a un gros travail à faire sur les cadres de l'académie. Il ne faut pas les oublier. On parle beaucoup des enseignants. Pensons au corps d'inspection, au personnel d'encadrement, au chef d'établissement. C'est la communauté entière qui doit être en mouvement. Et il faut vraiment embarquer tout le monde pour clarifier, simplifier. On est dans des écosystèmes compliqués. Les enjeux de l'école sont quand même perpétuellement re-questionnés. Et voilà, on a des gens très mobilisés, mais il faut qu'on facilite et qu'on fluidifie. Voilà les 5 leviers. Parfait. Je voulais juste rebondir en réagissant à vos deux manières de voir le déploiement qu'on aimerait voir se déployer sur, sur tous les territoires de France. Il y a d'un côté, Christine, je mentionne finalement ce qui ressemble justement à un parcours par étapes, avec une première étape en expérimentation. On facilite le lien avec le terrain pédagogique, et une fois que ça a marché et qu'on a fait le bilan, on aide à faire connaître et on essaye de lever les freins pour laisser finalement après le marché jouer son rôle, ce qui est un petit peu ce qu'on cherche à appeler de nouveau, et avec cette notion en 3 étapes qui nous va très bien et qui correspond à ce parcours qu'on appelle de nos voeux. Et sur la région Île-de-France, ce qui a été énoncé tout à l'heure, c'est aussi des règles de marché qui permettent de comprendre comment ça fonctionne et puis d'avoir des règles simples. Alors, un tout petit bémol qui est sur la notion du manuel numérique. J'ai l'impression que là-dessus, il y a une règle, un budget, un élément d'accès qui est limpide. Sur le sujet des EdTech, ne passant pas au-delà du manuel, l'accès, la visibilité de ces différentes étapes marché est un petit peu plus complexe. Oui, sans doute, parce que vous êtes jeune, mais ça nous... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un travail de votre côté qui est à faire. Moi, je vois là où ça marche, on a des conditions de succès. C'est quand la EdTech forme aussi les enseignants, les corps d'inspection, ils font le travail. J'ai beaucoup d'EdTech qui sont venus me voir, une fois qu'ils étaient référencés, ils pensaient que c'était gagné. En fait, non, ça démarre. Et c'est ce que vous dites. Il y a un parti, et n'oublions pas les corps d'inspection. Moi qui ne viens pas de ce milieu-là, j'ai découvert l'importance de ces corps d'inspection. Typiquement, on a fait des manuels libres, c'est-à-dire des manuels sans les éditeurs. Ils ont été faits avec un corps d'inspection. Je pense à Nicolas Jury en Île-de-France, qui a fait un manuel particulièrement brillant et très engagé. Et derrière, ces solutions-là sont déployées. Donc, il y a un travail à faire de conviction vis-à-vis de l'inspection, ça c'est évident. Il y a un travail plus général. Aujourd'hui, je prends cet exemple-là parce qu'on est en plein dedans avec la plateforme Pearl Trees, mais ils ont formé 5000 enseignants depuis 4 mois avec des webinaires tous les jours. En ce moment, on a 3 webinaires par jour avec 3 niveaux différents d'accompagnement, et ça va durer jusqu'aux vacances de la Toussaint. Et ça, c'est pris dans le marché. Enfin, ça fait partie des conditions du marché de dire on va accompagner parce qu'on est dans la massification. Et moi, je reviens sur le côté, il faut à la fois l'agilité, comme vous l'avez dit, mais je trouve parfois l'éducation nationale, elle est nationale, elle n'utilise pas assez ce côté national. À un moment, s'il y a une solution qui est bonne, elle doit être déployée partout. Enfin, on est dans cette phase de test, il faut faire remonter l'impact, mais après, on ne va pas faire, comme vous dites, test sur test. Si on a une solution qui démontre qu'elle est viable, qu'elle fait progresser le niveau suivant les critères qu'on aura définis, mais je repense à Edu Malin, parce qu'on s'est vu juste qu'avant où il a fait une expérimentation dans les collèges à Paris, il regarde comment il rédige, comment un élève rédige en français avec des fautes, on ne comprend rien ce qu'il dit. Et après un certain nombre de séances par de l'éducation explicite, il sait rédiger. Et il mesure l'élève, il mesure la classe et il mesure l'académie. Une fois qu'on a ça et qu'on a fait un certain nombre de preuves, je pense que l'éducation nationale doit se dire bon ok, ça marche, on y va quoi. Donc il faut qu'on garde les deux, à la fois cette souplesse locale par les collectivités de l'expérimentation, voire à un niveau régional, on a peut-être un peu plus de moyens, et donc on déploie des solutions parfois à un échelon régional, mais c'est à chaque fois un coût pour nous. Et puis après, il y a l'éducation nationale doit dire mais ça marche, on y va, on le recommande quoi. Et donc finalement à un moment on a la lourdeur de l'éducation nationale sans avoir l'impact qu'elle pourrait avoir sur ces nouvelles solutions. On sait qu'elle l'a eu sur d'autres sujets, mais il faut retrouver effectivement cette ambition. Donc je confirme que tu as raison. Peut-être que l'événement de politique publique n'est pas à l'Assemblée nationale aujourd'hui, mais il est ici.
Mais on verra ce que dira le discours de politique générale sur l'éducation. Mais enfin, c'est fait partie quand même des sujets prioritaires. Et l'autre élément, en tout cas pour nous, qui est peut-être un driver, c'est peut-être une condition, c'est quand même extrêmement difficile d'attirer des enseignants. Il manque 3500 enseignants aujourd'hui en France ou en Île-de-France, je ne sais plus. Mais c'est un métier difficile. Au-delà du pouvoir d'achat, il y a quand même les conditions. Donc il faut je pense qu'on peut faciliter le travail des enseignants. On peut leur faire en sorte qu'ils regagnent du temps dans la préparation des exercices, dans un certain nombre de sujets. Et donc je pense que c'est un axe. Il faut quand même, aujourd'hui, je pense que bien sûr, on pense à l'élève in fine, mais celui qui fait la transmission et là où on est en difficulté, c'est l'enseignant. Et donc je pense qu'il faut les accompagner et comprendre les difficultés dans lesquelles ils sont. Et on n'a pas parlé d'IA générative, mais on en parle tout le temps, mais je passe le relais. Voilà. Je voulais rebondir juste là-dessus, parce qu'effectivement, la notion de simplifier le rôle de l'enseignant, et vous en avez parlé chacun, et je crois que c'est la mission d'un certain nombre de solutions EdTech, et en général celles qui ont commencé à franchir le cap, que ce soit un Lalilo sur l'apprentissage de la lecture, dans les structures, le côté Internet sans crainte, l'accompagnement des usages du numérique. En général, c'est qu'il y avait, et les acteurs comme Knowledge qui, avec l'IA, facilitent la production de ressources pour les enseignants. L'une des clés, c'est effectivement de faciliter les enseignants. Christine, dans la préparation de la table ronde, tu avais dit quelque chose qui m'avait fait sourire, qui était de dire une solution EdTech qui demande et impose d'avoir une formation pour les enseignants, j'en veux pas, on n'a pas le temps, et quelque part une solution elle doit être autoportée, et c'est le cas, et c'est ce que revendiquent un certain nombre de solutions de la EdTech. Alors à la fois on croit beaucoup à la combinaison d'actions qui est pas seulement du matériel, pas seulement le socle, mais de la ressource et de l'accompagnement. Et je pense que c'est ce qui est fait dans les politiques territoriales qui fonctionnent. Et à la fois, je crois que l'un des éléments qu'apportent justement des solutions EdTech innovantes, c'est le fait de se concentrer sur comment on fait gagner du temps à l'enseignant et comment on permet de se concentrer sur les résultats en s'intéressant aux pratiques enseignantes. Si tu veux rebondir, Christine, après je vais devoir poser une dernière question et puis pour conclure cette table ronde. Oui, c'est très bien qu'on finisse sur les technologies émergentes parce que quand même on parle d'IA générative. C'est quoi, il y a 2-3 ans que c'est arrivé dans l'éducation et je me souviens encore d'articles de l'AEF sur ChatGPT dans l'éducation, comment allez-vous vous en sortir, et aujourd'hui on a quand même un certain nombre d'enseignants qui utilisent ces ressources d'IA générative pour s'aider à créer des quiz, à créer des parcours. On a des élèves, des simulations d'élèves par l'IA dans des classes pour aider à l'argumentaire. On a l'IA qui est utilisée pour les élèves allophones. Enfin, on a plein de cas d'IA aujourd'hui disponibles. Alors, j'ai dit en préparation à la table ronde, je ne pouvais pas citer d'EdTech, parce que d'abord, je vous vois tous et je suis partenaire avec nombreuses, donc si j'en cite une, et pourquoi pas le voisin, c'est pas pour vous, là, pour le coup. Mais donc voilà, je vous vois et je sais que vous êtes présents à nos côtés, et d'abord, je voulais le dire, et effectivement, il y a beaucoup d'EdTech avec qui on est en train de tester l'IA générative, de l'IA. On est en train d'étudier aussi sur la formation continue des enseignants et on n'a pas peur des technologies émergentes dans l'éducation. Pendant un temps, quand l'IA est arrivée, tout le monde a dit « mais comment faire l'éducation ?» On va faire comme on a toujours fait. Les enseignants sont ouverts sur la société, observent, regardent. Après, évidemment, il y a toujours des collègues qu'il faut convaincre, à qui il faut expliquer. Mais ça, je dirais que c'est notre métier. Quand les enseignants voient qu'il y a une plus-value pour l'élève, il y a un sentiment d'adoption immédiat. Et donc, c'est vrai que quand il y a des ressources qui sont plébiscitées, je dirais que l'enseignant n'est pas idiot, il va vers quelque chose qui fonctionne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est déjà probant dans l'usage. Voilà. Je ne dis pas que quand il n'y a pas d'usage, par contre, ce n'est pas probant. C'est toujours ces discours-là sur lesquels il faut être vigilant. Donc voilà, l'IA générative est là, et si on va vers des ressources qui aident l'enseignant dans son travail, notamment pour la différenciation pédagogique, où il peut faire travailler les élèves en lilo, notamment pour répondre aux besoins particuliers des élèves que nous avons dans les classes. Il y a eu un rapport sur l'école inclusive, quand même, de la Cour des comptes qui questionne sur le fait qu'on met des moyens, mais est-ce qu'on met les bons moyens? Je vous regarde tous, je sais que vous travaillez sur ce sujet, je sais qu'il y a des ressources que vous avez qui aident nos enfants à besoins particuliers
à mieux s'intégrer dans la classe, qui évite peut-être d'avoir un personnel une demi-heure à côté de l'élève parce que vous avez des ressources qui marchent. Et puis, je voudrais ne pas exclure la notion de ressources numériques à la licence. La ressource numérique, c'est aussi des dispositifs, des projets qu'on met dans les classes. On n'est pas forcément sur de la licence ressources ou manuel, on est bien au-delà. Et moi, je dis toujours, le numérique, c'est pas un écran dans le sens où c'est tout un dispositif complet qui s'installe dans la classe. Et c'est pour ça peut-être que l'éducation met plus de temps, parce qu'en fait, il questionne profondément la pratique pédagogique, profondément. Quand on a mis en place les lycées numériques avec les collègues de la région Grand Est, eh bien, en fait, le danger, c'était d'avoir un recul sur la pratique pédagogique. Pourquoi ? Parce que tout à coup, on avait plein d'écrans d'ordinateurs face aux professeurs. Donc, si vous étiez sur une classe autobus où le prof était devant et qu'en plus vous mettiez la rangée d'ordinateurs, eh bien là, vous cassiez toutes les pratiques qu'on voulait, collaboratives, coopératives, de pair à pair. Et donc, on a, nous, à la DAN, développé tout un travail sur les aménagements scolaires pour re-questionner les aménagements scolaires. Ce qui veut dire que le débat, et tant mieux ça ouvre sur les technologies émergentes et les pratiques nouvelles dans la classe. En réalité, tout ce que vous touchez, c'est le cœur de l'école. Et on est obligé de re-questionner l'ensemble, sinon ça ne marchera pas. On va se retrouver sur une école où il y a des barrières qui s'installent, alors qu'en fait, l'école, il faut l'accompagner dans les transformations qu'elle est en train de vivre. Voilà, et c'est un sacré défi, c'est passionnant d'être au cœur de tout ça. Ma dernière question s'adressera à Bernard. On parle beaucoup du contexte financier des collectivités actuellement. Notamment, on vous demande aussi beaucoup de financer ou de cofinancer en tant que collectivité. Et je voulais savoir, dans les prochaines années, quelles pourraient être les conditions d'implication des collectivités dans ce contexte ? Et peut-être nous donner, vous en avez donné un, mais si vous en avez d'autres, de bons déploiements en fait, pour la région Île-de-France de ressources numériques. Le contexte financier, vous l'avez tous vu, hein. Je pense que l'état de la France est dramatique. Donc nous, pour la région Île-de-France, l'erreur d'estimation de recettes, c'est 100 millions d'euros de recettes de TVA en moins en 2024, sur un budget de 5 milliards. Donc ça vous donne quand même une idée de ce qui arrive, de ce qu'on vit déjà nous, hein, 100 millions de recettes en moins en cours d'année. Donc forcément, il va falloir optimiser les choix. Je dirais que la période qui était peut-être... Les régions avaient peut-être légèrement plus de moyens. On voit bien que là, les départements sont plus en difficulté aujourd'hui par la baisse de la recette des droits de mutation. Donc ça les touche vraiment directement, hein. On connaît certains départements de l'Île-de-France où vraiment il y a des coupes dans les politiques. À notre niveau, je pense qu'il y a une forme de continuité, mais il y aura une exigence de retour, de mesure, d'évaluation et donc d'impact. Donc c'est bien le sujet. On se met, nous, une exigence qui est d'excellence opérationnelle. Donc ce que je disais un peu bac au basique pour vous favoriser l'expression de votre travail, c'est d'être sûr que le Wi-Fi fonctionne, ça soit fluide, que le service utilisateur soit performant, etc. Et donc on sait qu'on a un travail, nous, à faire là-dessus, donc on va le faire. On revisite aussi toute la question des débits. On voit bien, on a commencé... moi, je suis arrivé en 2016, il y avait que du très haut débit à Paris, il n'y en avait pas dans le reste de l'Île-de-France. On était sur du 100 mégas, aujourd'hui on est à 200, et on voit que si on veut aller vers la notion de machine virtuelle, c'est-à-dire fermer les salles informatiques pour utiliser pleinement les PC individuels qu'on donne, c'est des machines virtuelles, on est en train de le mettre en place, il faut plutôt 1 giga. Donc il faut repenser ces éléments, donc on le fait, mais... Pareil, quand vous avez un territoire aussi grand et 470 lycées ou comme le Grand Est, il faut gérer le temps, mais comme toute logique, mais il peut y avoir une impatience du professeur par rapport à des annonces qu'on peut faire, par rapport à la vision et le temps de déploiement. Et puis vous avez aussi les petits soucis locaux d'un proviseur qui va prendre son prestataire annexe à côté, qui va vous mettre le bazar dans les serveurs, etc., et qu'il faut tout reprendre. Donc cette notion du move to cloud qu'on engage, mais que la Grand Est le fait, on y va aussi. On sort les serveurs, on sort la technique des lycées. Ça va prendre un peu de temps, mais l'idée, on est vraiment sur ce modèle-là. Et donc vous avez toute votre place là-dessus, puisque vous êtes quasiment SaaS par essence dès le début, et on s'engage là-dessus. Donc voilà, sur les conditions financières, on en est là. Et peut-être pour rebondir sur pourquoi on fait ça. On parle beaucoup des groupes de niveau aujourd'hui, hein. Mais en fait, les groupes de niveau, c'est vous, normalement. Enfin, on ne doit plus y avoir de groupes de niveau physique.
Et donc, le groupe de niveau, il est variable en fonction de la compétence, en fonction de la matière. Et donc, en fait, c'est ce sujet-là. Si le contrat de filière doit porter quelque chose, c'est comment, finalement, d'une initiative qui était le groupe de niveau que personne ou pas grand monde ne veut, mais finalement, comment on le transforme? Parce que individualiser la pédagogie, c'est quand même essentiel. Et on revient au point de départ. C'est comment on accompagne mieux l'élève et comment on peut passer un peu plus de temps avec lui. Ou si l'enseignant ne peut pas le faire, finalement, c'est l'outil qui va lui redonner son feedback, qui va permettre de s'auto-évaluer. Et je pense qu'on a un vrai enjeu. Donc en tout cas, nous, ce qui est assez intéressant, et pour rester un peu optimiste, c'est plutôt une période assez passionnante qui s'ouvre, parce qu'on a posé des bases techniques, vous avez posé des bases, on va dire, pédagogiques. Mais c'est vrai que comme je le fais à la région sur des SI, quand on revisite un système d'information, en fait, on revisite le processus métier. Et donc, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez, et je rejoins totalement, revisiter aussi le processus métier et la pédagogie qui va de pair avec ce qu'on fait là. Alors, c'est long, c'est lourd, mais ça fait partie de la réussite. Peut-être pour rebondir là-dessus, dans un contexte de raréfication, effectivement, des budgets publics, le fait de se concentrer sur l'élimination des investissements qui peuvent être mis de côté, l'un des éléments qu'on appelle de nos voeux dans le cadre de la gouvernance partagée, c'est aussi parfois le fait que l'État ne réinvestisse pas à l'intérieur sur la fabrication, la proposition de solutions qui sont déjà proposées par l'écosystème des EdTech, donc mieux assurer aussi cette fluidité des solutions et cette connaissance des solutions qui permet de ne pas faire de doublons. Il y a le fait, effectivement, comme vous le dites, de capitaliser sur les sources d'économie que peuvent apporter et l'individualisation en est effectivement un bon exemple. Aujourd'hui, l'éducation a besoin de ça et il est probablement plus économique de le faire avec de la solution numérique que de compter à 100% sur la démultiplication des postes complexes aujourd'hui. Et le troisième élément, c'est le fait de simplifier, de lever les barrières. Ça ne coûte pas forcément plus cher. Merci à tous les trois pour cette table ronde et puis pour ces débats très riches, autant en préparation que sur cette scène. Je suis désolée, mais on ne va pas pouvoir faire la session de questions-réponses pour respecter le petit timing de l'événement. Mais en revanche, on vous donne rendez-vous après l'événement. Il y a un cocktail déjeunatoire, donc vous pourrez échanger avec les intervenants à ce moment-là. Et pour toutes les questions qui auraient été posées dans le chat, s'il y en a, et si l'étude n'y répond pas, on vous répondra par ailleurs. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions. Je trouve que ça dresse bien des pistes et puis des leviers de collaboration fructueuse. Enfin, il reste encore du travail, mais disons que je pense que ça illustre très bien ce qui vient de se passer, les éléments qu'il y a dans l'étude. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole... Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à François Blouvac pour vous présenter les recommandations issues de l'étude. Bonjour à tous. On arrive au terme d'un cycle de 2 études que nous avons initiées avec notre partenaire EY Parthénon, l'étude filière et l'étude dont nous avons abondamment parlé ce matin. 2 études qui d'ailleurs seront disponibles en ligne sur le site de la Banque des Territoires d'ici la fin de la semaine. On voulait ne pas s'arrêter à ces constats et dans le prolongement des discussions qui ont déjà largement évoqué des pistes de travail, proposer des recommandations. Et donc aboutir à ce que on puisse ne pas simplement constater, même si c'était important d'agréger toutes ces données et de pouvoir objectiver l'état de la situation, mais qu'on puisse donc proposer des recommandations. Et puis, au-delà, pour ce qui est de la Banque des Territoires, on voulait aussi ne pas simplement se poser en donneur de leçons, en disant voilà ce qu'il faut faire, et en disant quel pourrait être notre rôle. Modestement, mais avec malgré tout les moyens qui sont les nôtres. Nous ne sommes pas les décideurs publics, mais nous accompagnons et nous participons comme un des partenaires de cet écosystème, et nous sommes un opérateur qui peut porter ponctuellement à sa place des solutions pour avancer.
Peut-être pour rester encore 2 secondes sur les constats, on est dans une situation où très souvent on est dans des montagnes russes émotionnelles. On a de grands espoirs et beaucoup de beaux exemples ont été rapportés dans les témoignages qui ont été faits. Et nous-mêmes, lorsque l'on se déplace sur le terrain, on rencontre des projets, des coopérations, des solutions qui sont proposées et qui fonctionnent. Et en même temps, on a des moments de grand abattement parce qu'on bute sur des sujets récurrents. Et aujourd'hui, je vais y revenir ensuite, on rêve du contre-source et on se rend compte que sa réalisation est quand même largement compromise. Donc, il serait intéressant aussi de voir comment on évite de buter contre ce mur permanent qui ne permet pas de passer à l'étape suivante pour avancer. Je voudrais aussi revenir sur ce que l'on fait. Donc, j'ai dit qu'on allait essayer de prendre nos responsabilités. La Banque des territoires, aujourd'hui, intervient sur 3 modalités principales pour accompagner cet écosystème. D'abord, parce que l'État lui confie des mandats. Et ces mandats, ils sont importants puisque dans la période post-Covid, des moyens exceptionnels ont été mobilisés, en particulier dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir et de France 2030. Ce sont des moyens conséquents qui ont vocation à avoir une utilité de starter. La difficulté aujourd'hui, c'est que ces financements vont s'arrêter et qu'on ne sait toujours pas comment ils seront poursuivis, comment ces crédits exceptionnels se traduiront demain en crédits de droit commun pour continuer à financer ce dispositif. Mais cette activité de mandat, elle ne s'arrête pas tout de suite, elle court globalement, suivant la nature des mandats qui nous sont confiés, jusqu'en 2027, 28, 29, même jusqu'à 2030. Et il faut mettre à profit cette période pour réfléchir à la façon dont on pourra basculer vers le financement de droit commun. Deuxièmement, on intervient en finançant du partenariat. Là, on est sur de l'utilisation des fonds propres de la Banque des territoires vis-à-vis de la filière, vis-à-vis des études qu'on finance. Donc ça, c'est un élément important. Et puis troisièmement, on intervient aussi en étant investisseur auprès des entrepreneurs des techs, avec des tests d'investissement qui sont aujourd'hui limité, pas limité parce que nos moyens seraient limités, mais parce qu'il y a une filière qui a encore besoin de s'organiser, de se structurer, de se solidifier. Et on continue à le faire en amont de ce travail d'investisseur avec des accélérateurs. Il a été évoqué notre accélérateur Passerelle, et je voudrais vous rappeler que le 17 octobre prochain, dans les locaux de notre partenaire Make Sense, on aura un événement autour des entreprises que nous accompagnons, des 6 entreprises que nous accompagnons cette année dans le cadre de notre accélérateur. Mais on a aussi évoqué en introduction ce que nous avions fait en finançant des initiatives, et certains des entrepreneurs y ont fait allusion avec le dispositif NIN, numérique inclusif, numérique éducatif. Donc, nous continuons à être sur ce volet-là. Donc, voilà un peu le panorama. Aujourd'hui, donc, pour en venir aux recommandations, nous faisons des recommandations dans 3 directions. Et elles ont été largement évoquées ce matin, donc on ne réinvente pas l'eau tiède, mais on pense que c'est les sujets sur lesquels il faut pouvoir avancer. D'abord, le premier axe, c'est autour de la légitimation du numérique éducatif et de sa valeur ajoutée. On l'a dit, ce sujet, il est important parce que si ceux qui peuvent éprouver les solutions qui sont déployées sont convaincus de leur utilité, il y a encore dans le débat public assez largement un certain scepticisme, parfois des collision entre plusieurs sujets. On l'a vu à l'occasion de la commission écran. J'aperçois Marie-Caroline Messire qui a participé avec une commission écran qui a fait un travail de pédagogie assez poussé, qui aboutit à des conclusions assez mesurées. Et lorsque on voit sa traduction dans le débat public, voire même dans les premières décisions publiques, on voit qu'on est un peu dans la caricature. Et si moi aussi je me prête à la caricature, la seule décision publique qui a découlé de la commission écran, c'est l'interdiction des portables au collège. On ne peut pas dire que ce soit
super enthousiasmant comme perspective de considérer que la première décision à prendre quand on réfléchit sur le numérique éducatif, c'est d'interdire les portables au collège. Donc, cette nécessité d'animer le débat public, elle est vraiment très importante. Et on pense qu'il faut pouvoir donner des éléments d'appréciation. Vous l'avez tous évoqué. Donc, la proposition que nous faisons Banque des Territoires, c'est de pouvoir, dans les dispositifs que nous opérons pour le compte de l'État et les mandats qui nous sont confiés, pouvoir introduire des notions d'impact dès le début des dispositifs qui sont lancés et de pouvoir rendre public ces travaux, de pouvoir à notre place animer le débat public et proposer que soit fait la démonstration de cette utilité et de la pertinence des solutions qui sont portées. Deuxième élément, c'est le serpent de mer, et pour autant, on ne va pas baisser notre mobilisation sur ce sujet. C'est la question donc de la structuration de la demande. On le voit aujourd'hui, les entrepreneurs se heurtent à une difficulté qui est le client. C'était évoqué, Oriane parlait d'un scénario idéal où l'enseignant pourrait être le prescripteur de la demande de ressources numériques. Pour autant, ce n'est pas l'enseignant qui va payer. Donc, qui va être le client? Comment cela va s'organiser? Nous avons la conviction que le contre-source est la bonne solution. Pour autant, je l'ai dit, ce contre-source nécessite de faire des choix budgétaires forts. Qui va payer ce contre-source? Qui va donner les moyens aux enseignants de pouvoir venir avoir recours à ces éléments? Cette question aujourd'hui, elle est bloquante. Et donc, nous pensons qu'il est utile de pouvoir avancer. Nous avons fait des propositions au ministère de l'Éducation nationale. La Banque des Territoires, plus globalement, la Caisse des dépôts, sait opérer ce genre de dispositif. Nous le faisons sur un sujet qui est pas exactement le même, mais qui comporte quelques analogies, qui est le compte personnel de formation. La Caisse des dépôts opère cet outil pour le compte de l'État, en sécurisant bien évidemment l'outil, en garantissant son efficacité, en organisant l'ensemble de l'écosystème du système. Donc nous savons faire ce type d'opération. Nous pensons être un tiers de confiance fiable pour le faire. Nous l'avons proposé au ministère de l'Éducation nationale. Nous continuerons à le faire et nous pensons qu'il ne faut pas aujourd'hui attendre l'arbitrage budgétaire pour continuer à faire vivre cette nécessité et cette idée du contre-source. Cette question doit venir, bien évidemment, le conclure et le rendre opérationnel, mais il faut aujourd'hui en parler, le populariser, expliquer ce que cela pourrait être pour créer les conditions d'un débat autour des choix budgétaires qui seront faits autour de cette question. Donc le contre-source doit continuer à exister et même vous avez été nombreux à participer la semaine dernière à un comité filière avec le ministère, avec l'ensemble de l'écosystème, même si aujourd'hui les retours qui nous sont faits sont plutôt négatifs, nous devons continuer à faire avancer cette question et une fois de plus, ne pas attendre de poser comme préalable le fait que l'on ait les sommes qui d'ailleurs souvent sont difficiles à cerner sur le volume qui serait nécessaire pour que ça fonctionne, pour réfléchir à la façon dont ça pourrait fonctionner et ensuite laisser le temps du choix budgétaire qui sera celui des élus de la République pour qu'il se fasse. C'est un peu la même chose qui a été évoquée tout à l'heure. Vous disiez très, très justement, arrêtons de vouloir avoir tout réglé pour pouvoir trancher une question. Avançons, rendons possible les choses, allons jusqu'au bout des logiques qui doivent être mises en place pour pouvoir se donner une chance de réaliser ce type de proposition. Le troisième axe, c'est la question de la simplification de l'accès au marché et de son organisation. Et peut-être pour commencer, parce qu'on est à cheval sur la question de la structuration de la demande et de la simplification de l'accès au marché, c'est d'abord la question de la clarification. C'était évoqué tout à l'heure par le représentant de la région Île-de-France, la question des compétences, du qui fait quoi.
Cette question aujourd'hui, elle n'est pas clairement tranchée entre l'État et les collectivités territoriales. Chacune a son niveau de responsabilité, les communes pour le primaire, les départements pour les collèges et les régions pour les lycées. Ça a été dit, il y a aujourd'hui des initiatives. La gratuité des manuels scolaires au niveau des lycées, ça a été il y a une quinzaine d'années une initiative de quelques régions. C'est aujourd'hui pratiquement la règle pour la presque totalité des régions, c'est devenu quelque chose de naturel. Lorsque l'on discute dans le cadre privilégié des territoires numériques éducatifs, donc des 12 départements, avec les collectivités territoriales, on a des collectivités qui se disent prêtes à réfléchir aux questions de financement de la ressource numérique. Il faut que l'État et les collectivités territoriales prennent l'initiative de construire ce deal. J'ai déjà utilisé cet exemple et cette métaphore lorsque, à la fin du 19e siècle, l'État a fait le choix d'une politique publique de l'école publique obligatoire. Il a proposé un deal aux collectivités territoriales en indiquant « je vais former des enseignants et je vais les payer, à vous de construire les écoles pour les accueillir ». De la même façon, il faut aujourd'hui qu'on puisse poser cette question-là et reconstruire ce deal avec des collectivités territoriales, avec l'État, pour déjà clarifier le financement des uns et des autres. Et donc, ensuite, de pouvoir simplifier cet accès au marché. Et en effet, ça a été évoqué ce matin, pouvoir adapter les procédures d'achat public. C'est la 4e proposition que nous faisons. Promouvoir l'expérimentation et donc proposer à ce que la part d'innovation qui est prise en charge par les tech puisse aussi entrer dans les logiques des marchés qui sont passés par les acheteurs. Et puis, pour chaque territoire, laisser la possibilité de pouvoir expérimenter à l'échelle locale et ne pas simplement attendre que tout soit réglé au niveau national pour tous les territoires, mais pouvoir expérimenter et avancer. Donc voilà rapidement les recommandations que nous avons formulées. On souhaite continuer à vous offrir cette possibilité de discuter dans ce cadre d'écosystème assez large avec l'ensemble des acteurs. Ce travail de conviction, il faut qu'on le prolonge par un travail de persuasion. Il faut qu'on puisse aussi interpeller l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, on attend un discours de politique générale, on attend la mise en place d'un nouvel exécutif qui va probablement, si ce n'est dans le discours de politique générale, en tout cas se repositionner par rapport à ces sujets. Et on espère que l'année qui vient ne sera pas une nouvelle année, non pas perdue, mais d'attente sur ces questions où aujourd'hui, on connaît à peu près tous les solutions pour avancer et pour continuer à faire que le numérique éducatif soit une solution d'amélioration de la performance de l'éducation dans notre pays. Je vous remercie. Oui, non, mais... Tribune du Monde, signée par des personnalités, des acteurs, des grands patrons, des patrons de grandes écoles, vraiment tous azimuts. Je pense que c'est quelque chose qui doit nous interpeller. En tout cas, moi, je suis très, très, très soucieuse de ces prises de position aujourd'hui partagées. Donc, attention à ne pas être dans un entre-soi, parce que là, ce qu'on se dit là, on est convaincu, on le porte à l'endroit où nous sommes. Mais comme tu l'as dit, et je m'en suis bien rendu compte, ce n'est absolument pas partagé. Je vous mettais des parents dans cette salle aujourd'hui, je pense qu'ils seraient dans l'incompréhension de ce qu'on est en train de dire. Et vous mettez aussi des responsables politiques à d'autres niveaux dans cette salle. Ils seraient également dans l'incompréhension de ce qu'on est en train de dire et préféraient parler de crise sanitaire. C'est aussi un mot qui revient beaucoup au sujet des écrans, qui est bien sûr pas notre sujet. Mais cette question du plaidoyer, de la conviction et de notre capacité à le porter
peut-être avec d'autres entrées. Oriane l'a proposé aussi, d'autres lectures, d'autres façons de porter le sujet. Je pense que c'est absolument central et qu'il y aurait besoin aujourd'hui d'une initiative globale et forte sur ce sujet. J'en ai pris conscience ces derniers mois et je pense que c'est une urgence. Voilà, merci. Je vous propose de poursuivre les échanges juste derrière. Et puis, je remercie toutes les personnes qui sont en ligne d'être restées et de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve pour d'autres débats, je pense, dans pas longtemps. Au revoir.